Mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission hebdomadaire de ce samedi 24 mai 2025. Nous accueillons ce jour notre invitée Caroline Roy, vice-présidente et associée Léger, référence en intelligence, marketing et social au Canada. Le thème de notre émission de ce jour, c'est immigration, comprendre les besoins des nouveaux arrivants au Canada. Le Canada accueille environ 400 000 immigrants permanents par an, en plus des réfugiés, des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. L'immigration est essentielle pour combler les pénuries de main-d'œuvre, soutenir la croissance démographique et économique et répondre à des obligations humanitaires. En somme, mieux comprendre les besoins des nouveaux arrivants, c'est favoriser leur intégration réussie et leur pleine participation à la société canadienne et québécoise. Cela implique une approche humaine, inclusive et coordonnée qui valorise à la fois les potentiels et leur diversité. Immigration comprend les besoins de nouveaux arrivants au Canada, c'est le thème consacré à notre émission de ce jour. Madame Caroline Roy nous a fait l'insigne honneur d'honorer notre invitation afin d'élaborer plus en profondeur sur ce sujet. Elle est vice-présidente et associée Léger, référence en intelligence marketing et sociale au Canada. Elle est titulaire d'un MBA, Master of Business Administration et PAIM, professionnel agréé en analytique et intelligence marketing du Canada. Léger, il faut le rappeler, est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne avec plus de 600 employés repartis dans ses 8 bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. L'émission étant interactive, les auditrices et auditeurs peuvent nous faire parvenir les questions via notre page Facebook ou au numéro affiché, WhatsApp affiché au bas de l'écran. Madame Roy, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur Immigration FM ce jour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditrices et auditeurs qui nous vous écoutent en ce moment? Bien oui, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation, d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous et votre auditeur. Vos auditeurs, là, j'en suis vraiment très honorée. Comme vous l'avez dit, je suis Caroline Roy. Je travaille pour la firme Léger. En fait, j'y ai fait toute ma carrière. J'y suis depuis plus de 30 ans. Et avec encore l'amour du métier. Le métier dans une firme comme Léger, c'est un privilège qu'on a d'entrer dans le cœur des organisations pour comprendre les enjeux et trouver des réponses à travers différentes études, sondages, recherche marketing, groupes de discussion, entrevues en profondeur. Mon histoire chez Léger, c'est j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé comme intervieweur. J'ai fait ça pendant 3 mois et j'ai adoré ce travail. Puis ça me permettait d'entrer dans le cœur des ménages et en posant des questions aux citoyennes et aux citoyens, ça me permettait d'avoir des perspectives. Et ensuite, j'ai grandi dans l'entreprise comme analyste, directrice recherche, chargée de projet. J'étais à Montréal et au fil des années, j'ai développé une expertise, notamment dans le secteur municipal et la satisfaction des citoyens à l'égard des services municipaux. Et pour la petite histoire, j'avais déposé une offre de service et j'ai perdu le mandat et je comprenais pas pourquoi. Et la cliente m'avait dit à ce moment-là, le conseil d'administration était divisé et le seul critère qu'ils ont trouvé, c'est Caroline, tu n'avais pas de diplôme universitaire. J'avais un diplôme collégial. Je dis merci beaucoup, ça ne se reproduira plus. Et je suis allée faire mon MBA pour cadre à l'UQAM. Donc, je termine donc pendant 2 ans de 2003-2005 et en 2006, Jean-Marc Léger m'a offert la direction du bureau de Léger à Québec. Maintenant, j'y suis toujours dans la magnifique ville de Québec et j'ai dirigé le bureau de Léger pendant 14 ans et depuis déjà 5 ans, je me concentre sur le développement des affaires, sur le marché de la francophonie et avec un bel accent sur l'Afrique francophone.
Pour revenir à l'Afrique francophone, il y a quelques jours, les 12 et 13 mai dernier, vous avez participé à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, au Africa Sion Forum. Vous y avez d'ailleurs le GFIM canadien reconnu pour son expertise en recherche marketing, sondage et études consommateurs. Quelles étaient vos intentions et en vous déplaçant pour ce forum, Madame Caroline? Oui, ben c'est une excellente question. En fait, il y avait une double opportunité. En fait, je vais juste faire un petit pas de recul. Donc, depuis un peu plus de 2 ans, je développe le marché de l'Afrique francophone et l'idée d'avoir ce mandat-là au sein de l'entreprise et à la suite d'un voyage personnel que j'ai fait au Sénégal. Si vous me permettez, j'ai expliqué qu'est-ce qui m'amène Allez-y, allez-y. à me concentrer davantage. J'ai une amie qui est mariée à un Sénégalais depuis plus de 20 ans. Puis ça fait 20 ans qu'elle me parlait d'aller en Afrique. Puis bon, j'avais pas eu l'occasion. Et il y a 3 ans, j'y suis allée. On était trois femmes ensemble. Donc, elle nous a reçus dans sa belle famille au Sénégal. D'une part, premier contact après plus de 20 heures là, de voyagement, quand j'arrive à Dakar, à l'aéroport, on passe la douane, on arrive devant le douanier et il me regarde, l'air très sérieux, il voit mon passeport et il regarde, il dit Caroline, comme le riz. Et je suis partie à rire, il est parti à rire. C'est un petit geste qui fait toute la différence au niveau de l'accueil qu'on peut avoir. Et durant ce voyage-là, j'ai habité dans la belle famille de mon amie Julie. Donc, ça m'a permis de vivre les valeurs sénégalaises. Et si pour le premier regard m'apparaissait un peu chaotique, c'était à Mbour où j'étais. Je suis tout de suite tombée en amour avec l'Afrique. Il y a une magie qui s'opère avec les gens, d'être dans le moment présent et dans tout l'accueil. Donc, suite à ça, j'ai partagé cette expérience-là avec Monsieur Léger, mon président, et c'est comme ça je suis venue à m'intéresser davantage, qui m'a permis d'y retourner 2 autres fois au cours des 2 dernières années, mais maintenant en mission économique avec la délégation générale du Québec à Dakar pour rencontrer des organisations. Je suis allée dans votre pays, Monsieur Tchaka, à Douala, faire une mission économique au Cameroun il y a déjà 1 an et demi, et l'opportunité d'aller au Africa CO Forum. Donc, comme je disais, c'est une double opportunité qui est stratégique et relationnelle. Les HEC de Montréal nous a contactés pour voir si on pouvait réaliser un sondage sur le territoire africain en collaboration avec l'École des dirigeants aussi HEC de Montréal, BEM à Dakar et Jeune Afrique Media Group. Donc, comprendre les réalités, les défis, les enjeux des ressources humaines sur le territoire africain dans le but de présenter les résultats dans le cadre du Africa CO Forum. Ce qui a été fait lors d'un panel, c'est les gens des HEC de Montréal qui ont présenté les résultats. Et moi, j'ai saisi l'occasion pour y aller, pour être sur le terrain, comprendre les enjeux sur place et au niveau relationnel. On sait pour développer hors du pays, faut être présent, faut rencontrer les gens. On sait que c'est des relations qu'il faut établir et avec et pouvoir tisser des liens, donc avec tous les acteurs clés. On a l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire qui était là, Investissement Québec International, et maintenant il y a une nouvelle chambre de commerce canadienne Côte d'Ivoire qui était là, qui m'ont bien épaulé durant ce court séjour. Avec la mondialisation, les entreprises africaines sont de plus en plus confrontées à la concurrence internationale. Quelles solutions préconisez-vous après ce forum pour pouvoir affronter ces réalités-là? C'est une autre excellente question. Ça passe par, c'est pas ma spécialité, mais la lecture que j'en retiens, c'est vraiment continuer à
à établir des ponts entre les pays. Et pour moi, personnellement, ça commence, moi, à Québec. Ça fait 5 ans que je suis sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Je préside le comité stratégie. Et lorsque je suis arrivée en 2006 à Québec, avec l'observation, je voyais que les communautés immigrantes arrivaient, puis là on les voit, ils sont très présentes maintenant, mais je sentais qu'ils organisaient leur événement en parallèle. Donc, je voulais pas de silo. Donc, ça commence par ouvrir le dialogue avec les membres issus de la diaspora ici, qui facilite aussi l'entrée sur les pays africains. Les universités font un excellent travail aussi avec les alumni là, où ça devient nos meilleurs ambassadeurs. Parlons du Québec. En quoi consiste du Code de Québec? En quoi consistent les 7 traits culturels et leur importance? Oui. Je dis toujours, quelqu'un ou les gens qui veulent venir s'établir au Québec ou découvrir qui sont les Québécois, le livre Code Québec a été rédigé par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel. Donc, c'est un livre qui présente les 7 caractéristiques qui font les Québécois un peuple unique au monde. Pour les Québécois qui sont à l'écoute, ils vont se souvenir ou ceux de probablement là qui sont âgés de plus de 45 ans ou 50 ans, on avait à l'époque les 36 cordes sensibles des Québécois, parce que le Québec s'est toujours démarqué en termes publicitaires. C'est un publiciste qui avait élaboré ces cordes sensibles-là pour donner des codes pour mieux faire la communication, la publicité. Et il fallait une mise à jour de ces cordes sensibles-là, et c'est devenu les 7 cordes sensibles, les 7 caractéristiques qui nous définissent, basées sur des sondages, sur des succès d'entreprises, sur la réalité ici. Et nos 7 caractéristiques, je vais vous les partager parce que certaines, pour moi, résonnent étonnamment avec la culture africaine. Donc, les Québécois, qui sommes-nous? En quoi on est différent des autres Canadiens? C'est qu'on est d'abord un peuple qui est heureux. Hein, par rapport au Canada anglais, les Québécois aiment vivre le moment présent. Aussi, l'autre caractéristique qui sous-tend, c'est qu'on veut éviter la chicane. On le dit, on n'aime pas la chicane ici. Ce qui nous amène à la deuxième caractéristique, c'est qu'on est un peuple consensuel, à un point où on cherche le gros bon sens, mais on va pas prendre position. On est toujours à la recherche de consensus, ce qui fait qu'il y a des décisions, des fois au Québec, c'est très long à prendre. Ce que ça nous amène comme caractéristique, c'est qu'on devient un peuple détaché. Comme on dit, grand parleur, petit faiseur, et on aime bien parler. Les médias sociaux est vraiment un endroit où les gens déferlent leur opinion. Donc, qui nous amène à le fait qu'on est détaché. On dit toujours que c'est la faute des autres, qui nous amène au 4e trait, qui est le côté victime. Donc, notre attitude de victime, c'est la peur de l'échec, et c'est beaucoup plus marqué chez les jeunes qui sont grandis avec beaucoup, on dit la génération avec des médailles, là, on récompense pour la participation, pour tous les actes, qui le fait, et ça nous amène aussi comme impact un peu un repli sur soi qui nous amène notre côté, notre 5e villageois, donc l'esprit de clocher, qui nous amène qui nous force à la débrouillardise, à notre côté créatif. Donc, c'est là où qui nous amène à faire beaucoup avec peu, qui nous amène, la créativité nous amène à avoir un côté de fierté, l'esprit d'entrepreneur qui nous ramène au fait d'être heureux. Et le lien
quand je rencontre les gens en Afrique, je leur parle du Code Québec. Ça fait sourire parce que moi, je vois le côté fier qui est où on peut on peut l'observer du côté africain, le côté créatif, le côté villageois également. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui est maintenant enseigné, qui est présenté à l'université pour toute personne qui veut vraiment découvrir le Québec, qui on est, comment transiger avec nous. Je le recommande fortement. Très bien. Parlons de sondage. Votre firme a eu à réaliser un sondage intitulé Mieux comprendre les besoins spécifiques des nouveaux arrivants au Québec. Quels sont ces besoins pour les nouveaux arrivants, Madame Caroline? Oui. Donc, tout est sondé au Québec et on aime, chez Léger, initier des études pour aider les entreprises, les gouvernements, les organisations à mieux comprendre l'état d'esprit des Canadiens en fonction de l'actualité. Décoder les nouveaux arrivants, c'est une initiative de Léger qui a été qui remonte à il y a 2 ans. Donc, pourquoi cette étude? On voulait vraiment comprendre l'expérience des nouveaux arrivants. Et lorsqu'on parle de nouveaux arrivants, c'est ceux qui sont arrivés au Canada depuis moins de 10 ans. Donc, c'est près de 2000 ou 3000 répondants là qu'on a sondés, puis on a fait 2 sondages depuis. On va en faire un par année et les résultats détaillés sont rendus publics. Ils sont disponibles pour ceux qui sont intéressés à voir le détail. Et ce qu'on voulait comprendre, c'est qui ils sont, pourquoi ils ont choisi le Canada, si c'était à refaire, est-ce qu'ils choisiraient encore le Canada, le rapport, et je peux vous partager quelques statistiques en lien là avec cette étude-là. Ah oui, bien sûr. Oui, ce que ça nous apprend, c'est la motivation pour émigrer. Il y en a 3 qu'on a qui a été évoqué, majoritaire. Là. 70% des nouveaux arrivants, c'est pour des raisons économiques, 45% pour l'éducation et 18% pour la réunification familiale. L'étude nous apprend également que 84% des nouveaux arrivants trouvent le Canada plus cher que prévu et qu'il faut en moyenne 20 mois pour atteindre une certaine autonomie financière. Mais on sait qu'il y a des enjeux, que c'est plus difficile pour certains. En termes d'intégration et d'appartenance, l'étude nous apprend que 74% se sentent bien intégrés au Canada, 60% se considèrent même comme Canadiens et 82% se sentent bien accueillis. Au niveau des défis rencontrés, parce qu'il y en a, donc il y a 60% ont eu de la difficulté à faire reconnaître leurs compétences professionnelles, puis on sait que c'est un grand enjeu quand on parle de la pénurie dans le domaine de la santé, au domaine de l'éducation, mais c'est un défi là où les résultats sont éloquents à cet effet. Et 43% ont eu de la difficulté à établir même un dossier de crédit. Donc, c'est quelques statistiques et on a un volet aussi sur la consommation parce qu'au niveau de la gestion des finances personnelles, au niveau des habitudes de consommation, on voit que la présence des gens issus des communautés culturelles amène une certaine transformation, une richesse là au niveau de la consommation. Il faut que les entreprises d'ici puissent s'ajuster. Puis et c'est des données qui sont importantes là pour nos différents clients là se sont procurés cette étude-là parce que accueillir les nouveaux arrivants, ce n'est pas seulement ouvrir une porte, c'est ouvrir la conversation. Et avec ces statistiques-là, ça aide à mieux comprendre là, et justement à poser les questions. À l'issue de ce sondage, Madame Caroline, pensez-vous que les mesures d'intégration de nouveaux arrivants doivent être améliorées par les décideurs?
Définitivement, c'est un travail qui est en continu, assurément. Et tu sais, c'est un travail qui est fait dans les deux parties. Il y a au niveau de la population qui accueille, de mettre les conditions gagnantes pour faciliter l'intégration et de voir les gens, et non comme un numéro de dossier, là, mais comme des individus avec une culture, un héritage, de l'expérience à nous partager. Et inversement, les nouveaux arrivants qui arrivent doivent aussi faire les démarches pour mieux connaître et comprendre la terre d'accueil. Un autre sondage réalisé par votre firme, Être jeune et intitulé Être jeune et noir au Québec, remet au goût du jour l'ombre des injustices. Selon vous, les communautés noires au Québec sont-ils en danger? Oui, ben, avant de répondre à la question, c'est l'Observatoire des communautés noires du Québec qui nous a mandatés pour réaliser cette première vaste enquête-là auprès des 15 à 34 ans. Donc, on comprend que le portrait, il est saisissant lorsqu'on revoit les résultats. Encore là, pour l'auditoire, je vais partager quelques données et les données sont publiées. Donc, ils sont accessibles là, je pense là sur Internet. On apprend que 66% des jeunes noirs disent avoir vécu un traitement injuste dans leur interaction avec les services publics. 83% rapportent avoir subi de la discrimination liée à leur identité. 70% sont aux études, mais moins de la moitié bénéficient d'un soutien financier. Je vous donne ça en rafale, là, ça prendrait un peu plus de temps là, pour approfondir et être avec les gens de l'Observatoire. On apprend, ça c'est une donnée qui me réjouit, là, que 78% sont engagés dans leur communauté et 46% ont une confiance élevée en l'avenir des communautés noires. Lorsqu'on a des chiffres pour appuyer et qu'il y a vraiment des groupes qui se mobilisent pour contrer les injustices, je ne peux que demeurer optimiste pour la suite des choses, mais on ne doit pas relâcher. C'est vraiment des efforts de tous en continu pour arriver à une meilleure je cherche mes mots là, mais que ça soit une meilleure intégration et compréhension là, des différentes cultures. Les jeunes noirs, disait-il, sont victimes le plus souvent des signalements au niveau de la direction de la protection de la jeunesse. Est-ce selon vous une forme voilée du racisme? Je suis pas en mesure de m'exprimer sur ces enjeux-là. Je n'ai pas cette expertise-là. Mais on peut voir, tu sais, ce que ça démontre, c'est apprendre. Il y a de la sensibilisation qui est à faire pour éviter que ça se produise. Madame Carole Leroy, parlons maintenant de l'indice de l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'indice de l'humanité? Oui, ben merci de me donner l'opportunité de parler de ce beau projet, un projet qui me tient à cœur. L'année dernière, j'ai co-créé ce premier indice populationnel, indice d'humanité, avec Pierre Côté. Pierre Côté qui avait créé l'indice relatif du bonheur. C'est Pierre qui a eu l'idée durant la pandémie en voyant ce qui se passait, en voyant la montée des propos haineux ou difficiles sur les médias sociaux, les mesures coercitives. Donc, il a pensé à créer cet indice-là justement pour ouvrir leur dialogue sur les dimensions humanistes. Et lorsqu'il m'en a parlé, j'ai tout de suite dit oui. J'en ai parlé aussi à Monsieur Léger pour qu'on puisse réaliser ce premier sondage pan-canadien, 3000 Canadiens qu'on a évalués pour avoir ces premiers résultats. On est au début
de ce mouvement, puisqu'on crée le mouvement Être humain, pour ouvrir cette conversation. Et quelle est la définition qu'on donne de l'humanité? Je vais vous la partager. C'est l'humanité, pour nous, se définit par une sensibilité, par une disposition à la compassion envers nos semblables qui porte à aider, ainsi qu'une propension à jouer un rôle dans le mieux-être collectif de nos communautés. Donc, pour évaluer l'indice d'humanité, on a demandé aux 3000 Canadiennes et Canadiens d'évaluer la société canadienne à partir de 14 critères. De là a été créé l'indice. Parmi les dimensions, on parle de générosité, puis il y avait toujours un libellé pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par générosité, démocratie, engagement, implication, véracité. Donc, est-ce que ce qu'on lit dans les médias, on y croit? La véracité de ce qui nous est communiqué, l'ouverture, tolérance, liberté d'expression, l'optimisme, la confiance, qu'est-ce qui compose aussi la société, la culture, les relations de travail, la paix sociale, l'égalité homme-femme, l'environnement, justice, équité. Donc, pour chacune des dimensions, les gens donnaient un score de 0 à 10 et on obtient comme résultat au niveau de cet indice d'humanité, le premier, un score de 61,3 sur 100. Pour l'ensemble de la société. C'est pas très élevé. Ça démontre qu'il y a beaucoup à faire. Et quand on regarde les dimensions qui influencent le plus notre perception d'humanité, c'est la générosité qui arrive en premier, suivie de la démocratie. Et les dimensions qui... donc ça, c'est celle qui influence le plus. Et les dimensions qui sont les moins, qui performent moins bien, en bas de 60 sur 100, on parle d'équité qui est à 53,7 sur 100, la justice, l'environnement, la paix sociale. Donc, pour une première, on a des chiffres qu'on peut améliorer parce que ce qu'on peut mesurer, on peut l'améliorer. Et l'idée pour nous, c'est de faire connaître les résultats, d'inviter les gens à s'exprimer. Donc, je vous parlais du score de 61,3 qui est le nous, donc comment on évalue notre société, mais on voulait également savoir comment les gens s'auto-évaluent au niveau de leur niveau d'humanité. Et là, on obtient un score de 77,6 sur 100. Donc, on voit l'écart entre le je et le nous. Et comment ça s'explique? C'est que on s'évalue où on fait notre bout de chemin, où on pose des gestes humanistes, mais au niveau de la société, on voit qu'il y a des dimensions dans lesquelles on n'a pas toujours le contrôle. Et pour s'auto-évaluer, là, si vous allez sur indicedhumanité.ca, dans la section mouvement être humain, vous pouvez faire votre propre test pour voir si, en fonction de 14 dimensions, si vous faites bien ou si vous pouvez faire mieux. Donc, on est au début, on n'est pas subventionné comme organisme, c'est vraiment en approchant des dirigeants d'entreprises qui croient à cette mission-là. Donc, nous soutient, on a un certain soutien financier pour pouvoir poursuivre notre mission là, qui est d'informer, sensibiliser et instruire les populations aux valeurs humanistes et les inciter à adopter des comportements favorisant le mieux vivre ensemble. Moi, je vous avoue que depuis que je m'y attarde et que je suis vraiment bien engagée dans cette OBNL-là, change la façon, ma façon d'être aussi, le choix des mots, comment aborder les gens. Parce que on a besoin de douceur, on a besoin d'empathie, on a besoin de se ramener aux valeurs, à ces valeurs-là, ces valeurs humanistes. On apprend aussi, lorsqu'on regarde les résultats selon certaines variables sociodémographiques, le fait d'être croyant, de croire en une religion ou une spiritualité, on a une lecture plus positive de notre société que ceux qui ne le sont pas. Le fait d'être nouveaux arrivants au Canada, on a une lecture un peu plus positive
de la perception de l'humanité au Canada que ceux qui sont nés ici. Mais ne craignez pas, vous, qu'avec la montée de l'extrême droite à travers le monde, nous avons le cas des MAGA aux États-Unis, et puis dernièrement, avec la campagne électorale au Canada, on a vu la montée des Rebel News et autres, et puis le Front National en France. Est-ce que vous ne craignez pas que ces extrêmes droites-là viennent atténuer un peu l'effet de cet indice de l'humanité? Bien, mais c'est sûr que l'actualité, ce qu'on nous montre dans les médias vient teinter notre perception. Mais faut demeurer optimiste. Moi, je crois à un retour de l'équilibre et ça va revenir. On vit dans une période de transition, de transformation avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi, ces nouvelles technologies. On est vraiment dans une période où, je vais dire comme ça brasse beaucoup, mais je demeure convaincue que l'être humain, avec ses valeurs fondamentales, va rétablir les choses. Je ne peux que rester optimiste, mais il faut se soutenir, faut en parler, faut que ça soit, notre indice, on le voulait populationnel, il faut que ça soit un mouvement qui part de la base. Très bien, merci Madame Caroline Roy. Nous allons souffler un peu en musique et nous revenons juste après. Très bien. Pourtant, c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Mandjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. À tous mes amis d'Afrique, chauffez, balancez, chauffez, balancez, chauffez, balancez. Owani, Owani, Lokolende way. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Migration FM. Pour les auditeurs qui nous branchent en ce moment, c'est notre émission de ce samedi 24 mai 2025 que nous recevons Madame Caroline Roy, vice-présidente et associée léger référence en intelligence marketing et sociale au Canada. Nous allons passer à la phase des questions, Madame Caroline, parce que vous en avez reçu énormément venant surtout du Québec. Alors, la première question vient de Laval. Caroline, selon votre étude sur l'humanité, pourquoi y a-t-il un si grand écart entre la perception qu'on a de soi-même et de notre société? Est-ce qu'on se manque collectivement? Je l'ai abordé un peu précédemment, mais parce qu'on aspire à l'humanité, mais on peine à le vivre au quotidien. Donc, l'écart, ce n'est pas du mensonge. L'écart, c'est pas un mensonge collectif qu'on se donne. C'est un appel à mieux aligner nos valeurs individuelles avec nos choix collectifs, tout simplement. Donc, on voit des dimensions comme l'équité, la justice. Il y a des dimensions où on a peut-être un peu moins de contrôle. Ça vient des instances gouvernementales. C'est là où ça peut créer un écart, mais nous pouvons aborder on peut aborder nos politiciens et utiliser l'indice d'humanité là comme un acte politique là pour favoriser ce mieux vivre ensemble. Effectivement, dans le concept d'indice humanité, vous faites un lien entre la démocratie et la vérité. Pourquoi ce lien-là? La démocratie vient de la population. Et donc, vous dites avec la démocratie et la vérité? Oui, c'est ça. La vérité, on l'obtient, attendez que je retrouve. Avec la vérité, c'est
j'irai à partir des résultats qu'on livre dans la vérité. Tout à fait. Alors, nous avons la question de Youssouf qui vient de Sherbrooke. J'ai attendu presque 3 ans pour faire venir ma femme au Sénégal. Qu'est-ce que vos données disent sur les délais et l'impact psychologique de ces séparations? En d'autres termes, est-ce que l'Institut Léger produit des sondages par rapport au parrainage, par rapport au programme d'immigration et autres? Je pense que non. Non. Non, mais ce qu'on apprend, on fait quand même plusieurs sondages où on demande aux gens leur état de santé mentale. Mentale. Ce qu'on apprend dans nos études, c'est que plusieurs nouveaux arrivants disent que l'attente crée de l'anxiété, du découragement, parfois même un sentiment d'injustice. Et c'est là où on sent que l'intégration est plus difficile quand le cœur est à distance. Tout à fait. Donc vraiment, les délais, c'est vraiment, on comprend que c'est un principal point de rupture émotionnelle. Nous, on peut le confirmer à travers les données, mais ça prend d'autres instances là pour épauler. Catherine, qui réside au Québec, pose la question suivante. Comment les municipalités peuvent-elles s'appuyer sur vos données pour mieux soutenir les nouveaux arrivants dans leur quartier sans créer de résistance locale? En s'appuyant sur les données, c'est pour rassurer, informer et connecter. Les gens, les Québécois, ici, on aime bien les statistiques. On est là depuis, Léger est là depuis 40 ans. Et les résultats démontrent que l'intégration passe par l'accès au logement, à l'emploi, puis à une expérience d'achat ou de services culturellement sensibles. Donc, les villes, les communautés, en prenant acte ou connaissance des besoins, des attentes, et c'est en favorisant les activités avec la population locale, c'est comme ça qu'on peut éviter d'avoir de la résistance. Par exemple, moi, à Québec, quand je suis arrivée à Québec, même si je suis une Québécoise montréalaise, quand je suis arrivée dans cette nouvelle ville-là, c'était pas évident d'établir un réseau, de se faire des amis, de bâtir un nouveau réseau quand on est adulte. Et je l'ai fait. Il y avait le Mondo Carnaval à l'époque qui réunissait toutes les communautés culturelles et je me suis impliquée bénévolement. Et j'ai senti la soif des gens d'aller vers l'autre. Faut juste créer ces occasions-là. Parce qu'on cherche la même chose lorsqu'on arrive à un endroit où on connaît pas personne, c'est de connecter avec les gens. Et les Québécois sont curieux, sont vraiment intéressés. Donc, c'est vraiment là de favoriser les échanges. Autre élément, durant la fête nationale l'année dernière ici à Québec, j'étais impliquée dans un comité où on a pris 10 familles où à tous les samedis, on leur faisait découvrir la région de Québec à travers différents aspects de la vie municipale. Donc, c'est une autre façon là de s'ouvrir. Lui, de Longueuil, pose la question suivante. Léger a dit que 67% des gens veulent que le regroupement familial soit une priorité. Pourquoi alors le gouvernement tarde-t-il à agir selon vous? Parce que les politiques publiques avancent souvent plus lentement que l'opinion publique, tout simplement. Et que les contraintes administratives ou logistiques freinent souvent l'action. On sait que le consensus est là pour réunir les familles, pour renforcer l'intégration. Mais comment on peut l'expliquer, c'est vraiment les politiques là sont plus longues. Donc c'est pour ça qu'il faut avec les données, c'est de le rappeler à nos politiciens, puis c'est de continuer à insister. Très bien, Zineb, depuis Trois-Rivières, est-ce que vos études montrent que les familles immigrantes déjà ici sont francophones ou francophiles? Parce qu'on entend souvent le contraire dans les médias.
dans notre sondage, plusieurs nouveaux arrivants choisissent le Québec justement pour la langue. Donc, il y a une forte majorité francophone, mais on observe aussi une forte volonté d'apprentissage du français. Donc, il faut juste faire attention aux raccourcis médiatiques là, qui associent l'immigration à une menace linguistique. Il y a eu des enjeux à cet effet-là, mais il y en a plusieurs là, qui arrivent, puis ils choisissent le Québec justement parce qu'ils sont francophones. Il faudrait aller se tourner vers les données de Statistique Canada là, pour avoir cette précision. Très bien. Marc-André, depuis Gatineau, en tant que Québécois de souche, je veux aider. Est-ce que vos recherches montrent que la population est ouverte à accueillir les proches des immigrants installés? Ben, on voit que dans le sondage qu'on a fait pour Québec réunifié, qu'une majorité des répondants, toutes générations confondues, sont favorables au regroupement familial. Et ce soutien est encore plus fort lorsqu'il agit de réunir des gens déjà bien intégrés. Donc, pour déjà que vous voulez aider, vous faites déjà partie de la solution. Fatou de Rimouski, moi j'ai réussi à intégrer le marché du travail rapidement, mais je me sens seul sans mes enfants. Est-ce que vous avez des chiffres sur la santé mentale des personnes séparées de leur famille? Non, j'ai pas ces chiffres-là, en tout cas pas accessibles là maintenant, mais ils doivent exister. Or, ce qu'on apprend à travers nos sondages, c'est que plusieurs nouveaux arrivants disent ressentir de la solitude, du stress, une fatigue émotionnelle liée à cette séparation-là. Et quand on parle d'intégration, on oublie souvent que la santé mentale suit rarement quand la famille est absente. Ce que je sais, Léger fait une étude sur les jeunes Canadiens, ce qu'on appelle les zilléniaux, hein, les milléniaux, les Z, et on sonde les alphas. Et ce qu'ils nous ont dit dans notre dernière étude, c'est que 75% des jeunes Canadiens ont déjà vécu des périodes d'anxiété. 48% ont déjà vécu une dépression. Donc, on peut comprendre pour vous qui êtes séparés là de vos enfants, que ça peut générer cet état de difficulté là au niveau émotionnel, mais il y a malheureusement une trame de fond qui est encore très forte, puis c'est pour ça qu'on en parle autant. Et c'est pas moi je fais partie de la génération X, mais c'est vraiment les zilléniaux qui permettent d'enlever ce tabou à l'égard des enjeux de santé mentale. Puis il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour tenter d'atténuer ces enjeux-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles là, pour vous épauler. Émilien, appel de Saint-Jérôme, avec la crise du logement, certains disent qu'il ne faut pas accueillir plus de monde. Est-ce que vos données montrent que les familles réunifiées ont vraiment besoin de logements additionnels? Non, mes données ne permettent pas d'isoler les familles réunifiées comme ayant un impact distinct sur la demande de logement. Par contre, on sait que plus de 40% des nouveaux arrivants disent avoir de la difficulté à louer un logement ou obtenir une hypothèque à cause de leur statut. On apprend aussi que 72% des locataires ont vu leur loyer augmenter au cours des 2 dernières années, là, qui peut créer un enjeu. Alors, ce qu'on peut dire que oui, ces familles ont besoin de logements, mais aussi comme tous les autres familles. Le vrai enjeu, ce n'est pas qu'on accueille trop, mais c'est qu'on n'adapte pas assez peut-être l'offre de logement à la réalité d'une population qui évolue. Diana, à Montréal-Nord, je travaille dans un programme, dans un organisme communautaire. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mieux informer les familles sur leurs droits?
Excellente question. Il faut utiliser, selon moi, un langage clair, des visuels, du bouche à oreille, les médias communautaires et vraiment les réseaux sociaux. On sait que les gens issus de l'immigration sont très, très bien réseautés. Faut pouvoir aller les rejoindre là où ils sont. Et c'est travailler aussi avec, probablement dans les municipalités, là, il y a des organismes culturels qui peuvent faciliter. Donc, c'est vraiment trouver la proximité relationnelle qui fait toute la différence pour les rejoindre. Mais c'est un travail en continu. Valide depuis Drummondville, dans votre étude sur les nouveaux arrivants, vous parlez du racisme systémique. Est-ce que les politiques d'immigration contribuent parfois à ce sentiment d'exclusion? On n'utilise pas le terme de racisme systémique dans les sondages, mais pour répondre à cette question-là, c'est que probablement ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une incohérence. Probablement parce qu'elles sont perçues comme incohérentes, rigides ou injustes. Il y a des gens formés, compétents, qui veulent vraiment contribuer, mais se sentent bloqués ou soupçonnés. Donc, les règles envoient parfois un message inverse à celui de l'inclusion. Les études décodées sur les nouveaux arrivants de léger, donc, ne mentionnent pas explicitement le terme de racisme systémique. Cependant, plusieurs données et constats illustrent des réalités perçues ou vécues comme discriminatoires. Donc, il y en a plusieurs. Donc, perception du racisme au Canada. Selon notre étude, c'est 40% des nouveaux arrivants estiment que les Canadiens sont racistes. Cette perception augmente avec le temps, donc 36% chez ceux arrivés depuis 5 ans ou moins, 45% chez ceux qui sont arrivés depuis 6 à 10 ans. Donc, ça montre que l'expérience d'intégration peut entraîner un certain désenchantement ou une exposition accrue à des obstacles systémiques, mais faut pouvoir y voir là. Très bien. Annie depuis Bécomo, en région, on manque de main-d'œuvre. Pourquoi ne pas prioriser les familles de ceux qui sont déjà bien intégrés ici? Est-ce que ça ressort dans vos données? Pas directement, mais assurément, c'est une excellente idée. Il faut pouvoir réunir une famille, c'est stabiliser un employé, donc renforcer les régions. Ce que nos données montrent, c'est que les nouveaux arrivants qui vivent en famille s'intègrent plus rapidement et durablement. Donc, il faut aller en ce sens. La dernière question qui vient de Guyenne, depuis Brossard. Vous parlez souvent d'humanité. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans un contexte de politique publique? Comment on met ça en action? Bon. C'est quand on voit l'autre d'abord comme une personne, pas comme un dossier. Quand on crée des politiques avec et pour des gens. C'est aussi savoir dire, est-ce que je prendrais cette décision si c'était mon frère, ma fille ou moi-même? Donc, c'est vraiment la conversation avec les gens là qui mettent en place les politiques publiques. Donc, il faut toujours ramener l'humain au cœur de la réflexion des décisions. Alors, nous amorçons la dernière ligne droite de cette émission. Un message pour nos auditrices et auditeurs qui vous suivent en ce moment, Madame Carole Leroy. Un message, c'est si les statistiques vous intéressent, les données que dont je vous ai partagées sont disponibles. Soit que je partage les liens avec vous, Monsieur Chana, ou de m'acheminer les demandes et je pourrais partager les résultats de ces sondages-là. Sinon, sur le site de Léger, dans la section, il y a une section là, publication dans laquelle on peut les retrouver. Et puis merci de vous intéresser. Il faut continuer là à échanger et vous faites partie vraiment des
des facteurs de succès pour assurer une meilleure intégration là, des communautés culturelles ici au Québec. Parce que pour moi, immigrer, c'est un acte de courage, puis accueillir, c'est un acte d'humanité. Et comprendre, c'est ce qui permet de faire les deux dans la dignité. J'y crois beaucoup. Intéressez-vous à l'indice d'humanité aussi. Plus on va en parler, plus on va pouvoir rendre l'expérience mutuelle là, la plus agréable possible. Merci Madame Caroline Roy d'avoir honoré de ce rendez-vous médiatique. Je rappelle que vous êtes vice-présidente et associée léger référence en intelligence marketing social au Canada. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi 24 mai 2025. Nous remercions de nos nombreuses auditrices et nombreux auditeurs à travers le monde qui nous ont suivis et accompagnés tout au long de cette émission. Nous remercions Québec Unifié qui a participé d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette importante émission. Nous remercions M. Alain Batazingui, notre chef technique depuis le Cameroun. Et à la présentation, c'était Norbert Ngantechana. À bientôt, si Dieu le veut. Merci. Il faut simplement débrouiller. Et puis, c'est ça la vie.